L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps. À tel point que c'est devenu presque banal, non? Mais attention, ça n'a absolument rien de banal. Ce n'est plus un truc de film de science-fiction, c'est bien réel. Et ça fait déjà partie de notre vie de tous les jours. Elle est là, partout, même quand on ne la voit pas. Pensez simplement au GPS qui recalcule votre itinéraire en 1 seconde, ou à toutes ces aides à la conduite dans les voitures modernes. Oui, l'IA est déjà assise sur le siège passager, et parfois, même au volant. Et puis bien sûr, il y a cet objet qu'on a tous dans la poche, nos smartphones. Sérieusement, qui s'en sert encore juste pour téléphoner? Ce sont devenus de vrais assistants personnels et ils deviennent de plus en plus malins chaque année. Alors qu'on soit bien clair, la révolution de l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui va arriver un jour, dans le futur, non, c'est un véritable raz-de-marée. Il est déjà là et il est en train de tout redessiner. Et forcément, ça amène la grande question, celle qui donne un peu le vertige. Est-ce que ces machines, est-ce qu'elles vont finir par nous dépasser, voire nous remplacer? Bon, pour essayer de répondre à ça, il faut regarder un peu en arrière. On va revenir sur des moments historiques, des duels épiques, où pour la première fois, l'esprit humain s'est retrouvé face à l'intelligence de la machine. Regardez bien ces 3 dates. 3 jeux, 3 victoires pour l'IA qui montrent une progression hallucinante. 1997, les échecs. À peine 20 ans plus tard, 2016, le jeu de Go. Et juste un an après, bam, 2017, le poker. Mais le plus fou dans tout ça, ce n'est pas juste la victoire, c'est comment elles ont gagné. Deep Blue, c'était de la pure puissance de calcul. Imaginez, 200 millions de positions analysées par seconde, c'est colossal. AlphaGo, lui, c'était déjà autre chose. Il a appris en analysant des millions de parties pour maîtriser un jeu bien trop complexe pour être juste calculé. Et puis, il y a Libratus. Là, c'est encore un autre niveau. On lui a juste donné les règles du poker et c'est tout. Il a appris tout seul, à partir de zéro, il a créé ses propres stratégies jusqu'à apprendre à bluffer. Et c'est là que ça devient, vertigineux. Ce programme est devenu plus malin que ses propres créateurs sur cette tâche précise. Alors la question c'est comment une machine peut-elle apprendre à bluffer? Pour le comprendre, on va ouvrir le capot et regarder comment ça marche à l'intérieur. Et on va prendre un exemple tout simple, que tout le monde va comprendre. Le mot magique derrière tout ça, c'est le deep learning, ou apprentissage profond. En gros, l'idée, c'est de s'inspirer de notre cerveau. On crée des sortes de neurones artificiels et on les connecte entre eux en réseau. Et le but de ce réseau, c'est quoi? C'est de lui faire trouver des schémas, des points communs, dans une quantité de données absolument gigantesque. Ok, revenons à notre exemple simple, comment apprendre à une IA à reconnaître un chat? Eh bien d'abord, on lui donne à manger des millions et des millions de photos de chats. Ensuite, pour chaque photo, on lui demande alors chat ou pas chat. Si elle se trompe, hop, le système corrige un tout petit peu les connexions entre ces neurones et on recommence, des millions de fois. C'est un processus d'essai et d'erreur en fait. Et à la fin, c'est presque magique. Un neurone va s'activer pour les moustaches, un autre pour la forme des oreilles, jusqu'à ce que la machine ne voit plus juste des pixels, mais qu'elle ait vraiment compris le concept de ce qu'est un chat. Et ça, ce n'est pas juste un exercice de laboratoire. L'échelle est démesurée. Pensez-y. Chaque jour, les IA de Facebook analysent 1,5 milliard de photos. C'est colossal. Et elles font ça pour comprendre ce qu'il y a dessus en moins de 2 secondes après leur publication. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la théorie, passons à la pratique. Concrètement, ça change quoi dans nos vies? On va voir que ça bouleverse déjà tout, que ce soit à l'hôpital ou sur la route. Prenons le cas de la médecine, avec l'IA d'IBM qui s'appelle Watson. Imaginez, Watson a ingéré, a lu, toute la recherche médicale sur le cancer. On parle de plus de 2300 publications. Du coup, quand il analyse les données d'un patient, il peut comparer tout ça à cette connaissance immense et en quelques minutes aider un médecin à trouver le traitement le plus adapté. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une aide concrète, une révolution pour la médecine personnalisée. Et dans le domaine des transports, le potentiel est tout aussi énorme. Une voiture autonome, ça ne se fatigue jamais. Ça ne boit pas d'alcool avant de prendre le volant. Ça a une vision parfaite à 360 degrés. Le résultat, la promesse, elle est folle. Réduire de 90% le nombre d'accidents de la route. Et l'IA s'attaque même à des domaines qu'on pensait réservés aux humains, comme la créativité. Au Japon, il y a eu une expérience géniale. Une agence de pub a fait s'affronter un directeur créatif humain et une IA pour créer une publicité. Le public a voté. Résultat, 54% pour l'humain, 46% pour l'IA. D'accord, la machine n'a pas gagné, mais elle est juste derrière. Le fait même qu'elle soit dans la course, c'est ça qui est dingue. Alors on a vu des capacités incroyables en médecine, en publicité, et pourtant, il y a un mais, un énorme mais. L'IA d'aujourd'hui se heurte à un mur. Elle est surhumaine pour certaines tâches, mais il lui manque un truc essentiel. Écoutez bien cette phrase de Yann Lequin.
C'est l'un des plus grands noms du domaine. Il dirige la recherche en IA chez Facebook. Il dit qu'aujourd'hui, on n'a aucune machine qui soit aussi intelligente qu'un rat. C'est une provocation, bien sûr, mais ça veut dire quelque chose de très profond. Même si une IA peut battre le champion du monde de Go, elle n'a pas l'intelligence générale, la capacité d'adaptation d'un simple rat. Alors c'est quoi le problème? C'est ce qu'on appelle le bon sens. Je vais vous donner une phrase toute bête. Pierre prend son sac et sort de la pièce. Pour nous, c'est évident. On imagine Pierre qui marche, qui ouvre une porte. On sait qu'il ne va pas traverser les murs ou se téléporter. Une IA, elle, ne sait rien de tout ça. Elle n'a aucune compréhension intuitive du monde physique, de comment les choses fonctionnent. Et c'est ça le fameux fossé du bon sens. D'accord, donc si l'IA n'a pas de bon sens, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter? Où est-ce que tout ça nous mène? C'est là qu'on entre dans des questions qui sont vraiment fondamentales pour notre avenir à tous. Certains chercheurs pensent que l'étape d'après, même si elle est encore loin, c'est la superintelligence. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une intelligence qui serait bien plus douée que les meilleurs cerveaux humains, dans tous les domaines. Vraiment tous. Et si on arrive à ça, ça pourrait être la dernière chose que l'humanité ait besoin d'inventer. Pourquoi? Parce que cette superintelligence, elle pourrait inventer tout le reste à notre place, et bien plus vite. Alors, ce futur, il ressemblerait à quoi? En gros, il y a deux grands scénarios qui s'opposent. D'un côté, la vision un peu angoissante, une révolution du travail tellement rapide que des millions de gens pourraient se retrouver sans emploi, sans pouvoir s'adapter. Et de l'autre côté, la vision plus utopique, les machines s'occupent de tout le travail pénible, et nous, les humains, on aurait enfin le temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'art, la musique, les relations avec les autres. Et finalement, tout ça nous ramène à une seule question, mais c'est peut-être la plus importante de notre temps. Face à ces machines qui apprennent, qui calculent et qui commencent même à créer, la question, ce n'est plus juste qu'est-ce qu'une machine peut faire. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que nous, au fond, nous sommes humains?